Salam les refs, bien, ici le Strauss et on se retrouve une nouvelle fois pour parler de Playmaker. Alors, dans ma dernière vidéo, on avait vu comment les Playmakers influaient sur l'identité et le style de jeu de leur équipe. Mais aujourd'hui, ambiance un peu plus chill, on va discuter en détente de mes Playmakers préférés. Évidemment, comme il va falloir classer des persos, il y aura forcément énormément de biais dans tout ça. Je m'attends pas spécialement à ce que vous soyez d'accord avec mes choix ou mon classement. Mais du coup, je vous invite vraiment à vous essayer à l'exercice. Vous verrez, c'est moins facile que ça en a l'air. Et si vous le faites, partagez-le en commentaire, au moins comme ça, je serai pas le seul à me faire insulter pour mes choix. Bon, avant de me lancer dans le top, je dois d'abord prendre quelques secondes pour expliquer concrètement comment je vais m'y prendre. Déjà, les playmakers que je vais considérer sont les passeurs d'IQ, les quarterbacks d'iShield, les meneurs de Slam Dunk et de Kuroko, et enfin les créateurs dans Aohashi. Et là, je vais pas me limiter seulement au numéro 10, mais bref, vous verrez de façon. Donc, l'idée du top, c'est de prendre tous les playmakers de ces œuvres et les classer en fonction de mes préférences. J'insiste, c'est pas un top des playmakers que je trouve les plus forts, mais bien de ceux que je trouve le plus intéressants. Du coup, ça sert à rien de venir me dire quand elle est meilleure. C'est un critère que je vais prendre en compte, mais c'est loin d'être le seul. Ah oui, et comme j'ai déjà parlé pendant 3/4 d'heure de Playmaker, je vais être un peu plus bref ici. Prenez cette vidéo comme un petit bonus après l'autre. Par contre, aussi, ça me paraît évident, mais je vais devoir lâcher quelques spoils par moment, donc libre à vous de skip certains passages. Ok, maintenant que ça c'est fait, on peut passer aux mentions honorables. C'est les quelques persos que j'ai bien kiffés, mais qui n'ont pas pu faire le cut pour entrer dans le top 10. Alors, d'abord il y a Akira Sendo, l'ailier de Ryonan dans Slam Dunk. J'aime beaucoup le fait qu'ils doivent carry sa team à la création, en mode One Man Army un peu. C'était aussi très cool de voir sa relation avec Rukawa et la manière dont il l'a aidé à devenir le meilleur joueur du pays. Ensuite, il y a Kuribayashi, le petit crack de l'Esperion dans Aohashi. Énorme joueur et énorme personnage. Juste trop fort et trop kiffant à avoir joué. Et puis sa relation avec Ashito, en vrai de vrai, c'est assez sympa, que ce soit sur le terrain ou en dehors d'ailleurs. Dans IQ, ma seule mention c'est Akashi, le passeur de Fukurodani. En vrai, il est un peu osef en tant que passeur, je vais pas mentir, genre c'est un Jirabu plus quoi. Mais c'est surtout son duo avec Bokuto que je kiffe et qui me fait autant apprécier le personnage. Dans iShield, j'ai une mention un peu spéciale pour Aegon. Le mec est pas vraiment quarterback, donc je me voyais mal le mettre dans mon top. Genre, ok, il est fort, mais vas-y, t'auras ton top à toi tout seul à un autre moment, laisse ça. Mais il est tellement fort qu'il devait rentrer dans mes mentions quand même. D'ailleurs, au vu de son talent, c'est sûr que s'il le voulait, ce serait clairement un des meilleurs quarterbacks du pays. Toujours dans iShield, petite mention à Marco et Clifford aussi, les deux miroirs d'Iruma. Enfin bref, sur ce, passons au top. À la 10e place, j'ai Ryota Miyagi. Je vous le dis déjà, ça va être le seul perso de Slam Dunk dans mon top. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que l'écriture des personnages dans Slam Dunk n'est pas réellement un point fort de l'œuvre. Donc il n'y a pas grand chose à manger à ce niveau. Et même Miyagi, en vrai, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, sur certains aspects, je l'ai vraiment trouvé plus cool à suivre que Sakuragi. Son côté underdog en étant un petit meneur, c'était vraiment bien déroulé. Et justement, dans le film qui est sorti sur le match contre Sano, il y a un vrai parti pris dans la réalisation de faire de Miyagi le prota du film. Et franchement, ça marche vraiment bien. Je trouve qu'il fait parfaitement le lien avec tous les autres joueurs du 5 majeur. Et puis, que ce soit sa progression en tant que joueur ou ses duels contre les autres meneurs, c'est toujours un plaisir à lire. À la 9e place, j'ai Atsumu Miya, le feu follet d'IQ. Je me rappelle, la première fois que j'ai découvert le perso, j'étais tellement choqué. Il est trop fou et en même temps, il est trop fort, ce qui le rend assez particulier à lire. Ce que j'ai le plus kiffé chez lui, c'est clairement la passion et la dévotion qu'il montre pour le volley, et surtout comment ça impacte la relation avec son frère. En fait, c'est léger, je sais, mais le fait qu'ils doivent accepter que son frère renonce au volley alors qu'ils avaient toujours tout fait ensemble jusque-là, ça lui rajoute une petite mélancolie qui n'est pas pour me déplaire. Leurs obsessions diffèrent à mesure qu'ils grandissent, et c'est normal, mais ça façonne aussi leur personnalité, et franchement c'est assez bien écrit. À la 8e place, j'ai Kid, ou de son vrai nom, Shien Mushanokoji. Ouais, c'est stylé un peu. En vrai, c'est le seul quarterback qui arrive un tant soit peu à égaler Hiruma. Et je parle pas du joueur là, mais bien du perso. Déjà, parce que en tant que joueur, je pense que Kid est tout simplement meilleur, il n'y a pas vraiment match à ce niveau. Par contre, il apporte une vraie rupture au style dantesque d'Hiruma. Les deux vont développer une très belle rivalité, qui ne sera malheureusement jamais concrétisée à cause du très méchant Gao. Le match de Saibu contre Akusho est ce qui m'a convaincu à définitivement lock le perso dans mon top.
Pendant tout le manga, on nous avait build up Kid comme ce quarterback quasi parfait. Et le seul moment de l'histoire où il montre un petit signe de faiblesse, c'est la fin pour lui. Ce petit côté tragique du perso lui donne un vrai charme qui l'élève encore plus à mes yeux. À la 7ème place, j'ai Seijuro Akashi. Alors autant j'aime mal parler de Kuroko no Basket, autant je lui serai toujours reconnaissant pour le personnage d'Akashi. Il a le combo parfait entre meneur super fort, joueur super cool et perso super intéressant. Que ce soit le Akashi de Teiko qu'on voit brièvement évoluer pour s'adapter aux autres joueurs de la génération Miracle, ou le Akashi de Rakuzan qui renoue avec sa personnalité première, il y a une vraie tentative de raconter quelque chose avec ce perso et la pression qu'on peut s'imposer jusqu'à se noyer totalement dedans. Par contre, j'avoue, quand j'ai remis la tête dans Kuroko pour ma dernière vidéo, j'ai un peu cringé sur le bail autour de la double personnalité. Mais bon, on va dire que c'est un mal pour un bien. Je devrais mentionner son leadership aussi, qui aide à définir le perso et le rendre encore plus impressionnant que ce qu'il n'est déjà. Et puis, de manière plus générale encore, pendant toute l'œuvre, il fait preuve d'une intelligence folle vis-à-vis de ses coéquipiers et de la compréhension du basket. C'était assez divertissant, même si ça frôle un peu l'omniscience par moments. À la 6ème place, j'ai Tobio Kageyama. Bon, ça va peut-être en étonner certains de ne le voir que 6ème, mais dites-vous qu'on rentre vraiment dans l'élite. Alors, le plus kiffant avec Kageyama, c'est clairement son titre de roi du terrain. On nous l'introduit dès le premier match comme un passeur extrêmement talentueux, mais en marge de son équipe. Et pendant tout le récit, on le voit évoluer pour apprendre à mieux s'intégrer et ainsi pouvoir tirer le meilleur de ses coéquipiers. Du début à la fin du manga, il est le roi du terrain, sauf qu'à la fin, il arrive à une telle maturité dans son jeu que ce titre n'a plus aucune once de négativité. Il est le roi du terrain car son contrôle est sans limite. Il dicte littéralement le jeu de toute une rencontre. Le jour où je me motiverai enfin, je ferai une vidéo sur sa relation avec Hinata parce que, à mes yeux, ce sont à la fois le meilleur duo et les meilleurs rivaux d'un manga de sport. Et c'est précisément cette ambivalence dans leur relation qui rend la progression si iconique, mais c'est aussi ce qui rend l'œuvre si grandiose. À la 5ème place, j'ai Kitano Ren, sans doute le perso le moins connu de mon top. Et j'ai vraiment hâte du jour où il sera adapté en anime pour que tout le monde puisse enfin profiter de ce crack. Franchement, son opposition avec Ashito, c'était n'importe quoi. Déjà, le match entre Esperion et Aomori Seiran, il est facile dans mon top 5 de matchs de manga de sport. Et c'est en grande partie grâce à ces deux joueurs et leur vision d'aigle. En fait, limite, la confrontation, c'était une leçon de football de Ren vis-à-vis d'Ashito. Genre, voilà ce dont sont vraiment capables nos yeux quand ils sont accompagnés d'une bonne technique. Et Ren exploite clairement tout le potentiel de sa vision. Je me remettrai jamais de sa case d'introduction où il flex le fait d'être plus fort que Chavi. Ce type est fou, il est complètement fou, je vous dis. D'ailleurs, pour le coup, lui, c'est essentiellement l'aspect joueur qui fait qu'il est si haut dans mon top. Il a une caractérisation hyper forte en tant que perso, mais elle repose quasi exclusivement sur son jeu et son parallèle avec Ashito. Après, c'est vraiment l'archétype de joueur que je kiffe le plus, donc c'est pas une si grande surprise non plus. Dites-vous, c'est tellement l'archétype de joueur que je kiffe que dans le manga, on compare Ren à Modric. Et bon, y a qu'à voir la miniature de ma première vidéo pour en déduire que j'aime beaucoup ce joueur. Maintenant, pour les places 4 et 3, j'ai un léger petit problème. En fait, j'ai beau réfléchir et me triturer l'esprit dans tous les sens, je suis littéralement incapable de départager les deux persos. Il s'agit de Tohoru Oikawa et de Kozume Kenma, mes deux playmakers préférés d'Aikyo. Du coup, j'ai décidé qu'ils seraient à égalité pour la 3ème place. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que j'ai regroupé ensemble le plus grand adversaire de Kageyama, mais aussi le plus grand adversaire d'Hinata. Donc autant vous dire que Furudate a très bien géré ses rivalités. Je vais commencer par parler de Kenma. On a vu dans la dernière vidéo comment son jeu impactait celui de Nekoma et la rivalité naissante avec Karasuno. Mais un truc dont j'ai pas parlé, c'est son rapport au volley. Parce qu'au final, c'est bien ça qui rend le personnage si attirant. Il n'a jamais été vraiment fan de volley, il y jouait parce qu'il était pas mauvais, mais n'y prenait pas spécialement une tonne de plaisir non plus. Et tout le propos de sa rivalité avec Hinata repose sur ça. Il veut suffisamment choquer Kenma pour le faire enfin vraiment kiffer un match. Et la manière dont Kenma se met à progressivement apprécier le volley grâce à Hinata, c'est trop doux. C'est une vraie rivalité dans laquelle les deux cherchent à s'élever mutuellement.
Typiquement, une des scènes que j'ai le plus kiffé de Kenma, c'est quand il demande à Hinata de ne jamais devenir ennuyant. C'est tellement pixel perfect avec la caractérisation du perso. Genre, ok, il joue au volley, mais en fait, au travers d'Hinata, il joue surtout à un nouveau jeu duquel il veut absolument jamais se lasser. Et heureusement pour lui, il est tombé sur le meilleur adversaire possible pour ça, parce qu'Hinata ne cessera jamais de le surprendre. Après, pour être honnête, sans même aller jusque-là, je kiffais déjà le perso à sa première apparition juste pour son style de jeu. Les flemmards malins type Shikamaru là, c'est vraiment trop un tapin avec moi. Je pourrais jamais ne pas kiffer cet archétype. Pour ce qui est d'Oikawa maintenant, ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est le propos du perso autour de la notion de talent. Toute sa carrière, il a dû affronter des génies, des joueurs qui étaient bien plus talentueux que lui. Pourtant, il n'a jamais cessé d'avancer. Et je sais, là on dirait juste du classique shonen shit, mais il y a quelques petits détails qui rendent vraiment sa storyline intéressante. Déjà, son mental n'est pas infaillible. Quand il a vu Kageyama débarquer avec tout son génie, il a vraiment pris le seum à son encontre. Il le méprisait, voire même détestait, au point d'en venir aux mains. Et quand il enchaînait les défaites contre Ushijima au collège ou au lycée, il a sincèrement failli tout abandonner, parce qu'il ne voyait plus l'intérêt à continuer de se battre ainsi. Sauf que là, il va avoir une des conversations les plus importantes de l'œuvre. Pourquoi abandonner alors que tu n'as pas encore atteint ton plein potentiel ? Ok, peut-être que d'autres joueurs sont plus forts que toi, mais à quoi bon t'en plaindre si tu n'es même pas la meilleure version de toi-même ? Cette phrase a changé Oikawa, et franchement, je crois qu'avec cette scène, Oikawa m'a changé à son tour. Il a accepté son manque de talent et a dédié sa vie à parfaire ce dont il dispose. La symbolique va même plus loin, il refuse de rejoindre Shiratorizawa et préfère jouer à Aoba Josai pour tirer le meilleur d'une équipe médiocre, un peu comme lui joue en tirant le meilleur de sa propre personne. Oikawa nous apprend que la vie n'est pas une compétition avec les autres. Avant de chercher à être meilleur que son voisin, il faut chercher à être la meilleure version possible de soi-même. Et peut-être qu'en conséquence, on sera meilleur que notre voisin. Mais peut-être pas. Et c'est pas grave, ça fait partie du plaisir de la vie. À la deuxième place, j'ai Aoi Ashito. Là, on est vraiment dans l'élite de l'élite. Je place les deux premiers dans une case à part entière, tellement ils sont forts et intéressants. En fait, j'ai un rapport hyper particulier avec Aoashi et a fortiori avec Ashito. C'est que cette œuvre, c'est limite le manga de mes rêves. Genre, j'ai imaginé tellement de fois une histoire où on suivrait un playmaker un peu défensif pour justement se concentrer sur autre chose que le simple fait de marquer un but. Idéalement même pour s'intéresser à la construction de ce but. Alors, quand j'ai découvert ce manga, j'ai l'impression que mon monde a littéralement changé. Un rêve est devenu réalité, et Ashito cristallise parfaitement ce sentiment. Il est le protagoniste que j'ai toujours rêvé de lire pour une histoire de foot. Sa progression au sein du monde professionnel, elle est impressionnante, mais ce que j'aime ici, c'est vraiment le comment. Comment on voit Ashito progresser, à l'aide de quels outils concrets il le fait. Typiquement, à un moment, son job, c'est juste de marcher dans la rue et de faire gaffe à tout ce qu'il voit pour répondre à des questions random que lui posera Fukuda. Et c'est con, hein, mais ça marche sur moi, ce genre de truc. Et puis, il y a sa relation avec Anna, qui l'aide à prendre la pleine mesure de sa nouvelle carrière. Il y a ses affrontements contre Ren et Triponé, qui vont lui faire voir la vie en vrai. Et comment ne pas parler du dernier match contre le Barça ? S'il vous plaît, comment ? On pleure littéralement sur le poulet. Même son passage de 3 jours chez les pros avec Shiba était trop... Ah, c'était trop cool. Vraiment, chaque étape de sa progression, c'était un pur délice. Là, je vous en parle carrément, j'ai des étoiles dans les yeux. J'ai même pas encore parlé de son lien avec Fukuda, de son duo avec Akutsu, de ses combinaisons avec Kiriki ou Kuribayashi, et puis surtout, sa relation avec sa mère. Waouh. Je sais, c'est un top de playmaker, mais en fait, le perso est sensationnel sur le terrain, sauf que son évolution sur le terrain est intrinsèquement liée à son évolution en dehors de celui-ci. C'est impossible de dissocier les deux. Bon, vous avez remarqué, je rentre pas dans les détails parce que je veux pas spoil, mais surtout je compte bien faire une vidéo à son sujet un jour. Il le mérite tellement, vraiment le prince du ballon rond. Bon, avec tout ça, vous vous demandez peut-être pourquoi il n'est pas top 1. Et c'est tout simplement parce qu'à la première place, je n'ai nul autre que Yoichi Hiruma. Alors lui, rien à voir avec Ashito. Sur le papier, j'aurais jamais cru apprécier un perso pareil. Pourtant, chaque case où il apparaissait me le faisait encore plus kiffer. Parce que au début, je l'aimais bien, genre, mais normal quoi. Généralement, les persos déjantés comme ça, ce sont pas vraiment ce que je préfère. Mais Hiruma, il est différent. En fait, sa folie, elle est superficielle un peu. Et je crois que c'est ça que j'aime le plus chez lui.
C'est une façade qu'il s'est construit pour ne jamais paraître vulnérable aux yeux des autres. Il tient son rôle de capitaine à la perfection, il veut être celui sur qui tous ses coéquipiers peuvent compter, peu importe la situation et peu importe la taille de l'obstacle qu'ils ont en face. Il a construit Daemon à la seule force de ses bras, ou plutôt je devrais dire à la seule force de son cerveau. Et c'est trop émouvant de voir des personnages qui prétendent détester Iruma se prendre d'affection pour lui au fur et à mesure que l'histoire avance. C'est vraiment pas les personnages intéressants ou marquants qui manquent dans High Shield. Pourtant, Iruma trône au-dessus du lot. Il transcende littéralement cette œuvre par son génie, par son charisme, par son leadership, par sa malice, par sa compréhension, par son empathie, par son amour du risque, mais surtout, par son amour du football américain. Il est conscient de toutes ses qualités et de toutes ses faiblesses, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'individu. Ce qui en fait sans doute le perso le plus humain de l'œuvre. Et c'est fascinant, parce que tout, dans la forme, repousse cette idée, que ce soit le chara-design avec ses oreilles diaboliques, le fait qu'il possède un arsenal d'armes digne d'une base militaire, ou encore tout le délire autour de son carnet maléfique là, qui permet de faire chanter n'importe qui. Il est vraiment loin d'être réaliste en surface. Mais malgré ça, j'arrête pas d'être surpris par la complexité d'Iruma et des relations qu'il entretient avec tous les autres personnages de l'univers. Il y a une vraie sincérité et authenticité qui se dégage de lui, malgré toute la grandeur et l'extravagance du perso. Au final, s'il me semble si humain alors qu'il est si peu réaliste, c'est bien parce que le premier ne découle simplement pas du second. Être réaliste en fiction, ça n'a jamais été un critère pertinent. Tout ce qu'il faut, en vrai, c'est être vraisemblable. C'est-à-dire qu'il suffit de respecter les codes de l'univers qui ont été posés. Sauf que les codes de Shield 21, c'est littéralement Iruma qui les a posés, donc forcément, il les respecte. Bon, j'avais réussi à rester concis sur tous les autres persos, mais fallait bien que je flanche à un moment donné. Après, ça va, si c'est pour Iruma, ça en vaut largement la peine. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je prendrai le temps de faire une bonne vidéo qui lui sera entièrement consacrée, parce que, croyez-moi, c'est pas en 3 minutes qu'on fait le tour d'un personnage pareil. Enfin soit, avec ça, je clôt le top 10 de mes playmakers préférés. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, je vous invite à vous essayer à l'exercice et me partager votre top en commentaire. Je serais curieux de savoir qui vous avez pour en discuter. Idéalement, précisez aussi les œuvres que vous avez faites, ça évitera les confusions. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé et à la prochaine.